Pour commencer, voilà la situation de la première mairie de Longthon, juste derrière le bâtiment du premier bureau de poste et des anciennes écoles du bourg, à l'entrée de l'actuelle route de Blagon. Construction sans doute entre 1824 et 1837. En effet, le premier registre des délibérations du conseil municipal, commencé à la Révolution, a disparu des archives. Puis la mairie évolue, tout d'abord en maison des gardes en 1913, grâce à l'architecte Marcel Ormière, un nom que l'on va retrouver très souvent dans l'histoire de la commune. Elle est surélevée en 1949-1950, puis rasée avec les bâtiments alentours pour laisser place au centre d'animation, inauguré en 1988 et dû aux architectes Dominique Mandement et Jean-Claude Machefer. C'est le maire Daniel Morin qui décide de construire une nouvelle mairie flanquée dans ses ailes d'une école de filles et d'une école de garçons. La mixité n'existait pas encore. La réception des travaux a lieu le 22 novembre 1911. Les plans étaient encore de Marcel Ormière. En bas au centre, la mairie, avec les bureaux du maire, du garde champêtre, du secrétaire de mairie et la salle du conseil, et à l'étage, l'appartement du directeur de l'école. Le plan date de 1909 et la carte postale du 4 août 1911, durant les travaux. Comme 88% des monuments aux morts de France, il fut créé dans les années 1922-1923. Son inauguration a lieu le 1er juillet 1923, d'après des dessins de Marcel Ormière, toujours lui. Cette mauvaise photo le représente sans doute à ses tout débuts. Nous l'avons vu, l'école se trouvait au départ à côté de l'ancienne poste, à la place du centre d'animation, puis dans la nouvelle mairie-école. Sur cette carte postale prise vers 1940, nous voyons à l'arrière de ce bâtiment les cours de récréation et les platanes, et dans le jardin de l'instituteur, des arbres fruitiers, comme un figuier toujours en bonne santé. Les élèves en profitaient déjà. En 1929, construction d'un réfectoire par Pierre Asny, maçon à Tossat. Agrandi en 1952, le bâtiment accueille la police municipale, est démoli en 2011 pour un préfabriqué où la police reste jusqu'en 2020 avant d'intégrer l'étage du centre d'animation. L'école de Tossat est ouverte pour la rentrée scolaire 1907-1908. L'architecte était déjà Marcel Ormière et les travaux furent effectués par Goubet Fils, entrepreneur à Lège. En 1939, agrandissement, d'après des plans de Louis Larsonneur. Cette école sera démolie en 2020. Du côté de Blagon, l'école mixte est réceptionnée en juin 1914. Son architecte était encore Marcel Ormière. Devenue classe unique, cette école est démolie après 1985, peut-être en 1990 lors de la construction du pont sur la RD 106, la 4 voies comme on dit aujourd'hui. Ce plan de 1977 permet de la situer, non loin du château d'eau toujours debout. Toujours à Blagon, en 1983-1984, des classes mobiles sont louées dans l'attente d'une nouvelle construction, terminée pour la rentrée de septembre 1986. En 1997, on ajoute une classe mobile. L'école Jacques Brel de Blagon, photographiée ici en 2003, ferme définitivement en septembre 2010, puis sera démolie en 2016. En 1958, une classe avec préau est construite pour le lotissement Cassis 48. En 1961, s'y ajoutent 2 logements pour les instituteurs et en 1962, une deuxième classe. En 1986 et 1988, le groupe scolaire est complété. C'est l'actuelle école France-Galles. Nous voyons ici des plans de 1960 et le mobilier scolaire choisi en 1961-1962 dans le catalogue de la société Robuste Acier. Le 11 octobre 1997, inauguration de l'école maternelle et de la crèche Halte Garderie Georges Brassens. La construction de l'ancienne salle des fêtes du bourg date de 1929. Cette carte postale permet de la situer et les plans de 1927 la représentent fidèlement. Elle sera démolie vers 1988 pour laisser place au centre d'animation. Voici les différents artistes que les Longthonnais ont pu applaudir un soir de gala le 9 août 1931. Artistes sans doute locaux et tous oubliés aujourd'hui.
Il existait un premier lavoir à Tossat, construit en 1924 sur le ruisseau du Barbeau. Il sera démonté en 1987 pour servir de clubhouse au golfe de Cassis. Le lavoir de Lenton, lui, date de 1925 sur des plans de l'architecte Max Ormière, fils de Marcel. Il fut transformé en bibliothèque en 1983 et sert actuellement de salle de réunion. Nous voyons ici les démolitions vers 2007 de ce qui existait avant la construction de l'actuelle médiathèque municipale et du CCAS, inaugurée le 22 janvier 2009. L'ancien puits artésien de Tossat fut foré en 1921 par Monsieur Salle, comme celui qui existait devant la mairie. C'était tous les jours un défilé des habitants qui venaient remplir leur jerrycan. C'est à partir de ce puits qu'en janvier 1932 débuteront les travaux d'adduction d'eau de Tossat. Le puits sera détruit en 2002. Le château d'eau de Blagon fait encore la publicité du rhum Saint-Esprit avant la loi interdisant la publicité sur les alcools. Point de captage de la DFCI, réceptionné en 1951, il est toujours en activité. Voici en 1971 le projet du château d'eau de Cassis, avec un réservoir surélevé de 1500 m3. Cette élégante architecture rappelle la forme d'un champignon, la girole. L'arrêté municipal du 25 février 1939 interdisait sur la place de Courcy à Tossat le football et tout autre jeu violent. En pleine guerre, l'architecte Chavron aménage un terrain scolaire d'éducation physique et sportive à Cassis, premier stade de Lenton. En voici des plans de 1941 avec ses équipements de barres de suspension. En 1955, on y installera des douches. Puis en 1974, construction de vestiaires-douches et tribunes. L'église de Lenton date en partie du XIIe siècle et se trouve entourée du cimetière. Elle reste la seule du bassin avec cette configuration habituelle au Moyen Âge. Construite en garluche et en pierre, avec des pierres roses dans le chœur, elle est au croisement du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et du chemin du Marais conduisant au port. Elle avait des dimensions conséquentes pour l'époque, car elle était église seigneuriale. Elle était alors sombre, seulement 2 petites fenêtres éclairant la nef. Par contre, le chœur possédait 5 vitraux. Dans les années 1867-1868, agrandissement, avec la création de 2 chapelles, en rouge. La chapelle de la Vierge à gauche et la chapelle Saint-Roch à droite. Les murs de la nef sont surélevés, avec création des voûtes. Le résultat est l'une des meilleures acoustiques de France. La sacristie est déplacée, la porte du cloître murée. C'est l'église actuelle. Le premier clocher était en bois et contenait 2 cloches. En 1789, il n'en reste qu'une seule. En 1855, le conseil municipal décide sa démolition et le fait remplacer par un clocher en pierre qui s'effondre quelques jours plus tard suite à une tempête. C'est avec l'aide des monuments historiques que fut reconstruit un clocher en forme de beffroi. Entre 1912 et 1915, il est remanié d'après des plans de Marcel Ormière. C'est le clocher actuel. En 1965, il sera électrifié et en 2012-2014, il sera démonté, nettoyé puis remonté. Nous voyons ici l'intérieur de l'église avant 1984. La présence de nombreuses statues, de drapeaux la rendait très surchargée. Le cimetière qui est en travaux d'extension a déjà connu 5 agrandissements. En 1863, 1896, 1907, 1965 et 1986, et donc actuellement. Un mur en pierre le clôturait dès l'origine, agrémenté d'un portail en 1908. Ici, l'église et le cimetière sur une carte postale de 1986. Un carré militaire y est aménagé, ainsi qu'une stèle pour les pompiers. Le presbytère primitif de Lenton, dont nous ignorons la date de construction, était déjà fort délabré dans les années 1800. Il faudra attendre 1871-1872, après doléances des prêtres, pour que le conseil municipal reconnaisse enfin qu'il est dans un état complet de vétusté et n'est pas sans danger pour ceux qui l'habitent, et qu'il est nécessaire d'en construire un nouveau. Il sera vendu à des particuliers en mars 1974, car un nouveau presbytère fut construit à Cassis cette même année. En 2013, il sera aménagé pour accueillir la Croix-Rouge. La construction de la première chapelle Saint-Louis de Tossat date de 1860, à la demande d'Eugène Ernest de Courcy.
Cet édifice très simple reçoit en 1890 une nouvelle façade et un clocher. Le 28 décembre 1927, les héritiers de Courcy et d'Éloie font donation de la chapelle à l'association diocésaine de Bordeaux. Trop petite, elle sera totalement refaite en 1949, puis remaniée comme nous la connaissons aujourd'hui en 1963. La chapelle Sainte-Bernadette, près du groupe scolaire à Cassis, fut construite en 1972-1973, propriété du diocèse. Ces vitraux proviennent de la chapelle privée des religieuses de l'Aérium Stella Maris à Tossat. Selon ses vœux, l'abbé Louis Wolff, curé de Lenton de 1947 à 1982, qu'il avait fait construire, y est inhumé près de l'autel. En juillet 2018, une cloche est installée à l'extérieur de l'édifice. Reconnaissez-vous l'emplacement de cette croix étrange ? La poste à Lenton date de 1891. Tout d'abord, de 1905 à 1914, la commune loua pour le bureau de poste une maison route d'Arès. La première cabine téléphonique à Tossat date de 1911, à Blagon en 1938 et à Cassis en 1939. Le 21 décembre 1921, le ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes autorise l'établissement d'un bureau de facteur-receveur municipal à Tossat. Inauguration en 1923 sur des plans de Marcel Ormière. Un nouveau bâtiment décidé par Jacques Dôme, Tossatois et directeur régional des Postes, est inauguré le 27 juin 1970. L'architecture, très moderne, est due à Jean-Jacques et Philippe Chavron. Elle est démolie en 2020. En 1884, l'ouverture de la ligne Facture-Lacanau, gérée par les chemins de fer économiques, donne lieu à la construction de plusieurs petites gares sur Lenton. Tout d'abord, c'est une gare de deuxième classe de dimension modeste. Elle comprend un pavillon central, son annexe et la halle de marchandises. À Cassis, au début, c'est un simple arrêt où les voyageurs font signe au conducteur pour qu'il s'arrête. En 1927, il devient une halte avec une cabane en planche. En 1930, la halte est agrandie avec un hall d'entrée et un bureau distributeur de billets de train, longtemps tenu par une chef de gare, Madame Dubo. Cette halte fut incendiée en 2018. Elle va être reconstruite à l'identique. La gare de Tossat voyait débarquer nombre de touristes venus profiter des bains de mer. Le train de plaisir était cofinancé par les communes d'Arès, d'Andernos et de Lenton. Cette gare était desservie tous les jours l'été et une fois par semaine le restant de l'année. Elle est toujours habitée par le mari de la dernière chef de gare. Au début, les trains étaient à vapeur. Un autorail, appelé à tort Micheline alors qu'il n'avait pas de pneus, fonctionne jusqu'en 1971 pour les voyageurs, puis 1978 pour les marchandises. Le département fit alors aménager à la place des voies ferrées une piste cyclable en 1982. On pouvait trouver sur la commune dans les années 1950-1960 de nombreux commerces, 27 à Tossat, 23 à Cassis, 4 à Lenton et 2 à Blagon. Tout d'abord, l'hôtel-restaurant du Bourg. Il appartenait en 1876 à la famille Morin, puis à partir de 1919 à la famille Azera, sous le nom de l'Hôtel National. Racheté par la famille Dehaye en 1966, il devient le bar-restaurant des Chasseurs, rasé en 2006. L'hôtel du Pain Franc, qui daterait de 1920, fut remplacé par les Ambassadeurs. Comprenant salle des fêtes et café, on y projeta des films à partir de 1953. C'est aujourd'hui un groupe de commerce. Au port, les Bons Vivants, café, hôtel, restaurant, étaient exploités en 1931 par Émilien Dufaux. C'est là qu'avaient lieu des concours de pétanque de grande renommée. Vers 1958, il fut rebaptisé le Relais de Cassis. L'ancienne ponderie du Coq-Hardy fut remplacée par un camping à la fin des années 1950, toujours en activité. Adolphe Lariotor est ici présent devant sa boucherie, qui existait déjà en 1922. L'épicerie parisienne, située rue Guy-Célérier, sera vendue en 1959 par Marie Téchouet. En 1933, le café de la gare était tenu par la veuve Manès, avant d'être repris par son fils.
avec le développement de la station balnéaire, de nombreux hôtels furent construits sur Taussat pour héberger les touristes, comme en témoignent les cartes postales qui suivent. En 1938, l'hôtel Bellevue, boulevard de la Plage, était tenu par Louis Chalmel, puis dans les années 1970 par Geneviève Willman. Voici l'hôtel-restaurant Beau Séjour. En 1929, l'hôtel de la Plage, boulevard du même nom, était exploité par Clément Reynaud. En 1893, l'hôtel de La Forêt était tenu par Azéra Père, puis à partir des années 1920 par son fils Daniel. L'hôtel des Voyageurs, boulevard de la Plage, était tenu dans les années 1930 par Jeanne Degel, venue de l'Ariège. Il existait également sur la place publique de Taussat un marché couvert, dont les travaux furent achevés en 1927. Pierre Lavaux et Robert Balland avaient confectionné les bancs étalages. Jean-Achille Darter en avait été le premier placier. Il semblerait que ce marché ait existé au moins jusqu'en 1960. Puis un cinéma le remplace, détruit en 1992 pour céder la place à l'actuelle maison de quartier en 1994. En octobre 1910, Pierre-Louis Desgraves ouvre un café à Blagon. Sa fille prend sa suite en 1964. Appelé ensuite le restaurant Au Bon Coin et enfin La Fagotière, le bâtiment sera démoli après un incendie durant l'été 2018. Subsiste un peu plus loin, le long de la voie rapide, le restaurant La Bûcherie, tenu par Émile Roumégou. Il aurait été l'ancien relais de poste. Une figure lantonaise, Jo Villain. Entre 1881 et 1886, il y a autant de marins au port de Cassis qu'à celui de Taussat. Mais dès 1891, ils sont plus nombreux à Taussat qu'à Cassis, plus du double. Leur nombre à Cassis ne cessera ensuite de diminuer pour atteindre seulement 8 personnes en 1936. Taussat suivra également cette tendance et aujourd'hui il ne reste que 8 ostréiculteurs, tous au port de Cassis et aucun à Taussat. Voici un type de pêche particulière, la pêche à la fourchette, dans un réservoir à poissons de la commune. On disait aussi la fouane. Le port de Taussat a été creusé à la main en 1855 sur une craste, c'est-à-dire un fossé. Il fut d'abord privé car il appartenait à la famille de Courcy. Inauguré en 1878, il sera cédé à la commune en 1917. Le terme d'ostréiculteur, en remplacement de pêcheur ou parqueur, apparaît en 1881 au port de Taussat. En 1935, on comptait 25 pêcheurs et 17 ostréiculteurs, soit, avec leurs familles, 50% de la population sédentaire. Au début de chaque été, les bords du port étaient remplis de tuiles blanches enduites d'un mélange de sable, d'eau et de chaux morte. Ce système, dû à l'arcachonnais Jules Michelet, permettait de capter le naissain des huîtres et surtout de le séparer assez facilement de son support sans détériorer les jeunes huîtres. À partir de cette idée, l'ostréiculture va se développer au préjudice des pratiques traditionnelles. En 1965, il n'y a plus que 17 pêcheurs pour 20 ostréiculteurs. En 1989, seuls 8 ostréiculteurs avaient encore un emplacement au port de Taussat et avec leurs familles, ils ne représentaient plus que 2% de la population sédentaire. Depuis, le port ostréicole, reconverti au tourisme, a subi ses dernières modernisations au cours de l'été 1995 et l'écomusée Gare d'Arême, créé en 1998, s'est installé dans des cabanes d'ostréiculteurs en 2002. Le port sera entièrement reconstruit en 2012 suite à l'effondrement des quais. Autrefois, ce port du Renet avait une passerelle qui permettait d'accéder à un îlot disparu aujourd'hui. Le port de Cassis a connu un grand commerce international entre la France et l'Angleterre au début du XXe siècle. On y importait du charbon, nécessaire aux chalutiers à vapeur et aux bateaux de promenade. Au retour, les bateaux repartaient avec des poteaux de mine issus des forêts locales. Au début du XXe siècle, les bancs de sardines délaissaient la Bretagne pour Arcachon. C'était l'âge d'or de la sardine ou Royan. On la pêchait partout dans le bassin et des conserveries furent installées à Gujan, et fin 1908 au port de Cassis avec la conserverie Caire-Breton. Après la guerre, elle est reconvertie en colonie de vacances
puis transformé en dancing, et le bâtiment sera détruit pour laisser place à un terre-plein toujours existant. Actuellement, avec sa capitainerie, construite en 1978, le port de Cassis peut héberger 226 bateaux de plaisance, et ceux dédiés aux derniers ostréiculteurs. Le port de Fontaine-Vieille est le troisième port de la commune, créé en 1975 à l'initiative d'un promoteur privé. Repris par la commune en juillet 2011, il est installé au bout du chenal, au droit de la berle qui sépare Andernos-les-Bains de Tossat, et il doit son nom à une ancienne fontaine. Tout commence en 1830 lorsque Jacques de Courcy, depuis sa Normandie, achète aux enchères la propriété agricole et forestière du maire de Lenton. Situé à la limite d'Andernos, le domaine de 366 hectares s'étend jusqu'aux plages du bassin et possède une vieille ferme toujours visible. Avec cet achat débute une longue histoire familiale qui va durer plus d'un siècle. De 1830 à 1858, Tossat est un domaine agricole et forestier. De 1858 à 1920, il devient un village et une station balnéaire connue sous le nom de Tossatville. Puis, de 1932 aux années 60, la famille poursuivra l'urbanisation. Côté balnéaire, les atouts sont nombreux. Forêt, plage, accès facile. Tossat devient ainsi un lieu de promenade favori de citadins séduits par ses charmes et très proche de Bordeaux. Voici quelques exemples de belles villas tossatoises. À l'emplacement de la première tuilerie de Tossat, Albert Pitre, professeur à la faculté de médecine de Bordeaux, édifie en 1904-1905 une villa dans le style des constructions de la ville d'hiver d'Arcachon. En 1903, un procureur de la République à Bordeaux rachète l'emplacement d'un premier hôtel ou établissement de bains. Il y construit une maison de style italien appelée La Tosca, devenue aujourd'hui un établissement de luxe. Un industriel de Dordogne fait construire le chalet Espérance en 1904-1905. Il est unique par sa construction en ciment armé. C'est aujourd'hui la Villa des Tamaris. La Villa Sainte-Marguerite a appartenu au docteur Fieux et à son épouse Germaine Mauriac, sœur aînée de l'écrivain François Mauriac. L'appellation du château Toré, construit en 1902, provient du nom de ses premiers propriétaires, les frères Gastanasa Toré, dentistes à Bordeaux. Connu sous le nom de Castelnandou, il est devenu la colonie de vacances Ufauval. La Villa Béthanie est le seul établissement de bains resté en l'état, acheté en 1949 par la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph, devenant une annexe de l'aérium Stella Maris. Voici Tossat avant les bains, accueillant de nombreux troupeaux de moutons dans ses prés salés. Le berger est sur ses échasses. Cette belle affiche des années 1930 invitait à venir passer les dimanches à Tossat-les-Bains, station balnéaire alors en vogue. Pour la pratique des bains de mer, les modes vestimentaires ont quelque peu évolué à travers les époques. On pouvait changer de tenue dans des cabines de bain, comme celle visible ici dans le quartier Robinville en 1938. Au XXe siècle, début de l'engouement pour la navigation à voile. Cette mode gagne le bassin d'Arcachon jusqu'à Lenton et le CNTC, Club Nautique Tossat-Cassis, l'un des premiers du bassin. De juillet à août, on régatait sur des canots, des pinasses à voile ou à rame, ou encore des dériveurs. Nous voyons ici le jury d'une régate devant le chalet Pitre en construction. Puis les embarcations en bois cèdent la place dans les années 1960 au polyester et aux séries cultes comme le 420, le Mousse, le Vaurien ou le Corsaire.
Le peintre Henri de Toulouse-Lautrec vint pour la première fois à Taussat à l'âge de 18 ans, chez le docteur Robert Wurtz, dans une maison isolée construite sur la dune de la Berniche. Puis à partir de 1892, il fut reçu par son ami Louis Fabre, magistrat, qui avait acheté la villa Bagatelle. Madame Fabre est ici en compagnie du peintre. Chaque jour, Toulouse-Lautrec allait boire de l'absinthe à l'hôtel de la Forêt, puis déjeuner à l'hôtel des Voyageurs à 100 mètres de la villa des Fabres. Malgré son infirmité, Toulouse-Lautrec était un excellent nageur. L'eau et le soleil soulageaient ses douleurs. Mais son plus grand plaisir était de pêcher avec Tom, son fidèle cormoran dressé. Il effectue en juillet 1901 un nouveau séjour à Bagatelle et subit une attaque en pleine chaleur mi-août. Sa mère vient le chercher à Taussat et il meurt dans la nuit le 9 septembre dans le château familial de Malromé près de Langon. Quelques toiles faites à Taussat, comme cet enfant au chien en 1900 ou ce portrait de son ami Paul Viot. Toulouse-Lautrec entretenait une curieuse correspondance avec le curé de Lanton, l'abbé l'Espagnol, dont voici une caricature de 1889 par M. Boessé, ingénieur des chemins de fer économiques. En souvenir des différents passages de l'artiste à Taussat, une stèle érigée en sa mémoire, place de la Chapelle, sera inaugurée le 16 septembre 2001. Les Landes, c'est le nom générique entre 1896 et 1926 pour désigner le quartier de Blagon, anciennement appelé Plagon. En gascon, Plagon signifie plateau. Blagon était un lieu de culture de céréales, de transhumance avec un gros marché aux bestiaux, et il y eut même un camp de prisonniers français créé par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Comme les communes voisines, la forêt de Lanton fut créée après la loi du 19 juin 1857 sur l'assainissement des Landes de Gascogne par drainage et plantation de pins. Première plantation en septembre 1862 et première coupe en août 1872, le bois étant vendu aux enchères. Sur ces grandes propriétés forestières travaillaient scieurs, bûcherons, résiniers et résinières. Dans les années 1950-1960, il y avait encore à Lanton une trentaine de résiniers, dont 17 travaillaient pour la commune. Des charbonnières furent exploitées jusqu'en 1964 au lieu dit justement dénommé les Charbonnières. Dans ces grandes forêts, on pratiquait également la chasse à courre. Des forêts qui ont connu de grands incendies, comme en 1893 où les domaines sont entièrement dévastés. Les ouvriers résiniers sont ruinés et la misère est affreuse dans la région entre Blagon, Marcheprime, Pierroton, La Cantine et Le Las, lit-on dans le journal Le Rappel du 29 avril 1893. Il faut attendre 1972 pour la création d'un corps de sapeurs-pompiers forestiers bénévoles et 1984 pour la construction d'une caserne. Sur la propriété de Mautan, Mauvais Temps en gascon, se trouvent encore 2 chênes de plus de 400 ans selon l'ONF. Sur la route de Lanton à Blagon, un événement exceptionnel avec en 1875 l'atterrissage en catastrophe d'une montgolfière.